qui est bien, c'est que vous n'êtes pas trop nombreux. Donc je pense qu'on va faire, c'est que j'ai une présentation d'environ 45 minutes, mais n'hésitez surtout pas à poser des questions, à m'interrompre, à lever la main, à me dire mais qu'est-ce que tu dis, c'est n'importe quoi, je suis pas d'accord et tout. Voilà, c'est pas un cours, hein, c'est vraiment... l'idée c'est de partager un peu mon expérience sur cette production de Rayman Legends. Et pour la petite histoire, c'est une présentation que j'ai déjà faite à Montpellier avec Christophe Ferral, donc le compositeur des musiques. C'est pour ça que vous allez voir, ça parle beaucoup de musique, donc mélange game design, musique. Et l'idée c'était voilà, de parler de la production du jeu avec cet angle très particulier qui est donc les liens entre le game design et la musique, et plus particulièrement la création des fameuses maps musicales. Je dis fameuses parce qu'on a beaucoup parlé de nous, après peut-être que les gens ne savent pas tout ce que c'est. Mais voilà, c'est vraiment l'angle qu'on a choisi et ça permet en fait, vous allez voir, de parler de plein de choses qui sont aussi bien la conception, les idées, que même aller jusqu'à la promotion du jeu, parce que c'est vraiment un truc qui nous a suivis sur toute la prod de Rayman Legends. Alors rapidement, petite présentation, déjà moi je suis qui, donc je m'appelle Émile Morel et j'étais donc le lead game designer sur Rayman Legends. Lead game designer, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est en gros j'étais responsable de la partie game design sur le jeu, donc conception, on va dire imagination du jeu, mais aussi réglage, voilà, donc c'est toute cette partie-là. Les gens savent tout ce que le game design, en fait je ne sais pas trop à qui je m'adresse. C'est ça que j'aimerais bien savoir, vous êtes plutôt professionnel, étudiant, quelle proportion? Étudiant, vous pouvez lever la main juste que je sache un petit peu. Ok, d'accord. Et le reste c'est des pros a priori? Très bien, parfait. Donc rapidement, mon parcours dans le jeu vidéo, moi j'ai commencé il y a 10 ans en gros, ouais c'est ça. Et donc ça c'est on va dire les 4 jeux sur lesquels j'ai le plus travaillé, surtout alors pas trop de Tales Rival Limited, je vais y revenir, mais le premier c'était Alone in the Dark, j'étais d'abord à Eden Games à Lyon. Donc ça c'était une grosse prod, j'ai commencé là-dessus, donc c'était vraiment une espèce de machin déjà gigantesque, pour débuter c'était assez intéressant, c'était vraiment un apprentissage intéressant du métier de game designer et aussi de level designer. Ensuite j'ai fait un tout petit peu de Tales Rival Limited, vraiment je les ai aidés pendant un moment parce qu'ils avaient besoin de support, mais j'ai pas fait toute la prod sur celui-ci. Et ensuite j'ai rejoint Ubisoft, donc le studio de Montpellier, où j'ai commencé sur donc, Tintin et le secret de la licorne, qui était l'adaptation du film de Spielberg et Peter Jackson, qui était vraiment une prod hyper intéressante, hyper enrichissante. Et à la fin de Tintin, j'ai rejoint l'équipe de Michel Ancel pour attaquer Rayman Legends. Donc il venait de finir Rayman Origins, je l'ai rejoint à ce moment-là, et on a fait cette prod dans la joie et la bonne humeur, et c'est un peu ce que je vais vous raconter maintenant. Juste le jeu, rapidement, qui a joué à Rayman Legends? Pareil, si vous pouvez lever la main, ça m'aidera. Okay. Pas mal qui connaissent. Pour les autres, il y a un petit cours de rattrapage. Le jeu est sorti en août 2013, donc août dernier, ça fait quasiment un an maintenant. Il est disponible sur 7 supports, on voulait vraiment qu'il soit pour le plus possible de joueurs. Les dernières versions PS4 et Xbox One, c'est les 2 petites dernières qui sont sorties en février, dans lesquelles on a eu pas mal de petits ajouts sympas, donc voilà, c'était vraiment... L'idée c'est d'avoir des versions, globalement, le contenu est le même sur toutes les machines, avec quand même des petites spécificités pour vraiment utiliser les spécificités de chaque machine. Le score métacritique, dont on est quand même hyper content, donc je l'ai mis là en gros. Voilà, c'est bête, mais c'est vrai que 92+, je crois que c'est la version Wii U, que je crois que je vérifie, mais c'est vrai que ça fait quand même hyper plaisir au final, parce que quand on fait un jeu, il ne faut pas se le cacher, on a envie d'en vendre, mais on a aussi envie que ça plaise évidemment aux critiques et au public, c'est quand même ça le plus important au final, c'est quand le public nous dit qu'ils ont vraiment aimé le jeu. Et c'est vrai que cette note, elle veut dire quelque part qu'on n'a pas fait de mauvais choix et qu'on a quand même pas trop mal navigué notre petite barque, parce que voilà, une prod c'est un truc hyper complexe pour ceux qui font du jeu, je pense que vous le savez, il y a plein de choses qui se passent. C'est jamais un long fleuve tranquille, il y a toujours des aventures, des moments où on est un peu remis en doute, on se pose des questions. Et au final, avoir ça, c'est quand même, pour nous, on en est très content. Mais encore une fois, c'est vraiment les joueurs qui nous apportent le plus de plaisir là-dessus, quand ils nous disent qu'ils ont aimé le jeu. La petite boîte que vous voyez avec les caractères japonais, c'est le jeu qui est sorti au Japon. On a eu cet honneur, entre guillemets, c'est Nintendo en fait, qui a tellement aimé le jeu, quand ils l'ont vu à l'E3, qu'ils ont choisi d'éditer le jeu là-bas eux-mêmes. C'est-à-dire que le jeu là-bas n'est pas un jeu Ubisoft, c'est un jeu Nintendo comme pourrait être Mario, Zelda. Donc vraiment, voilà, ils l'ont distribué là-bas, c'est eux qui l'ont mis en avant, parce que pour eux c'était un des jeux qui montrait le mieux les capacités de la Wii U. C'était une super manière pour eux de vendre la Wii U. Donc on a fait pas mal de meetings, on a eu la chance de faire des meetings avec les gens de Nintendo pour adapter et faire une version japonaise qui plaise au public là-bas. Donc ça c'était vraiment une super expérience aussi. Et donc on en arrive aux maps musicales qui sont vraiment un des trucs qui a le mieux marché dans le jeu. Enfin, on en a entendu parler tout le temps dans les critiques, c'était genre waouh, les maps musicales, pourquoi il n'y en a pas plus, enfin voilà, il y a vraiment un truc vraiment qui a pris là-dessus. Et donc l'idée ça va être de vous raconter comment on en arrive là, comment on arrive à avoir l'idée, à la développer et à la pousser au maximum. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, j'ai mis une petite vidéo de trailer, un petit trailer de Rayman pour rafraîchir les idées. Alors, on va voir si le son est assez fort, il y avait des problèmes tout à l'heure.
Il y a des problèmes, je faut que je vois. Il n'y a pas de son. Ah, il y a deux musiques. Ah oui, on a le. Non, mais c'est bon, c'est bon. Premier pépin technique. On a la BO de Rayman qui tourne en direct derrière. Désolé. Hop, on n'a rien vu. Rayman qui tourne derrière. On remet le trailer. Mais je suis multitâche. C'est bon, il n'y a pas de problème. Par contre, je sais pas faire la lecture. Espace. C'est le truc. Espace. Oui. J'ai besoin d'être quand même. Voilà, c'était le trailer de lancement du. Attends, faut que je retrouve mon PowerPoint maintenant. Il a disparu, c'est bien ça. Il a vraiment disparu. Ouais, en fait, ça l'a fermé. Ah, ça a fermé, tu penses de... D'accord, bon, bah, on repartait depuis le début. On va commencer. Tac, F5 niveau. Sinon, dans VLC, ouais, tu fais double clic sur la vidéo, 5. F5 aussi pour être en grand, tu crois. Ouais. J'ai pas trop osé, je vais tout commencer, c'est le truc, la panique totale quoi. Alors, donc je vais essayer de vous expliquer un peu d'où est venue l'idée des maps musicales. Ce que je vais vous expliquer là n'est pas forcément conscient au moment où on a cette idée, mais rétrospectivement on dit bah, en fait ça devait venir de là. Donc pour voir l'origine des maps musicales, il faut revenir justement à Rayman Origins, qui porte bien son nom, donc l'épisode juste avant. Et donc dans Rayman Origins, on avait ces chest maps, ce qu'on appelait nous des chest maps, qui s'appellent, je crois en français, c'est les coffres à pattes, hein, si je dis pas de bêtises. Donc qui sont des niveaux assez rapides, où on doit courir après un petit coffre. Je vais vous montrer une vidéo juste après. Et en gros, c'est des niveaux, on a vu que les gens les aimaient beaucoup, c'est des niveaux quand même assez durs, qui laissaient pas trop la place à l'erreur, il faut tout le temps courir, sauter, taper le bon moment. Et les gens ils recommençaient, alors qu'il y en avait vraiment qui étaient horriblement durs. On se disait, mais pourquoi les gens aiment ces niveaux quoi? Et en fait, on en arrivait à la conclusion que c'était ça, c'était le fait qu'ils soient très rapides à recommencer, qu'il y a un côté, ouais, je vais y arriver, je vais vraiment prouver que je peux le faire. Et donc ça, on savait que c'était quelque chose qui avait bien marché, donc je pense qu'inconsciemment, on voulait en reprendre un morceau dans... Enfin, même si c'était consciemment, on savait qu'on voulait un nouveau type de chess map, en gros, dans Rayman Legends, mais pas les mêmes, donc changer un peu les règles. Et donc je pense que ça a donné en partie naissance aux maps musicales. Donc on va regarder deux exemples de chess map pour ceux qui ne connaissent pas. On va voir de quoi je parle. Je tente le F5. Ah, d'accord.
voilà, vous pouvez voir, c'est des niveaux qui sont quand même pas hyper simples, c'est encore les deux premières du jeu, je crois. Donc à la fin, c'est juste des trucs de mutants, c'est hyper compliqué. Et alors, c'est pas trop la difficulté qu'il faut retenir, mais c'est plutôt le côté un peu, j'appelle ça marche ou crève, quoi. C'est-à-dire que la caméra avance, le coffre avance, et si on va pas assez vite, on se fait bouffer par le bord de la caméra et on meurt, quoi. Donc c'est des niveaux qui sont vraiment basés sur le concept de flow. Là, je vais m'arrêter 2 secondes là-dessus. Le flow, en gros, dans Rayman, enfin, ce que nous on appelle le flow, parce qu'après ça dépend d'une boîte à l'autre, les gens ont toujours un peu leur vocabulaire, mais pour nous, le flow, c'est en gros le fait qu'on donne des inputs sur le pad de manière assez rythmée, et qu'on se laisse entraîner dans un espèce d'état second où on est vraiment comme ça, on doit vraiment enchaîner les mouvements comme il faut, et en courant, surtout ça. On va à toute vitesse et on doit enchaîner les mouvements avec le bon timing. Et en gros, il faut savoir que tous les niveaux, que ce soit de Rayman Origins ou de Legends, peuvent être faits soit tranquillement en marchant et en sautant quand on veut, en prenant son temps, soit en flow, c'est-à-dire en courant, non-stop, et en sautant et en tapant vraiment juste quand il faut. Ça, vraiment, tous les niveaux ont été faits comme ça, c'est vraiment la consigne que nos level designers avaient, c'était assurez-vous que le niveau pourra être fait en flow pour les joueurs experts. Ce qui fait qu'il y a une rejouabilité qui est vraiment intéressante dans Rayman pour ceux qui ont joué. Quand on commence à acquérir les bonnes skills, on peut effectivement rejouer très facilement les niveaux et avoir sur le coup un autre niveau de lecture qui est hyper intéressant. Et donc voilà, cette chess map mettait vraiment en valeur cette notion de flow. Vous verrez que ce sera aussi le cas des niveaux musicaux. Le deuxième élément d'inspiration des maps musicales, alors il vient aussi de Rayman Origins, et c'était le deuxième monde entier de Rayman Origins, qui était donc le fameux monde de la musique, où tout était construit autour du thème de la musique. Donc on peut voir, il y a des espèces de tam-tam sur lesquels on pouvait rebondir, les animaux, l'espèce de piaf, ils faisaient de la musique en soufflant des trompettes, on avait... voilà, chaque GPE, donc Gameplay Elements, faisait un son particulier, avec une musique en plus qui s'accordait à tout ça, donc il y avait vraiment un gros travail sur le son là-dedans. Et là, il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, mais c'est que là, c'est assez loin. En fait, donc c'est les gameplay programmeurs qui ont travaillé avec les ingés du son sur ces niveaux-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, les sons de Rayman, quand il tape un ennemi, justement, quand il marche par terre, par exemple, il y a des pianos au sol. Quand il marche sur le piano, il fait des sons. Et ces sons-là sont un peu décalés par rapport à l'animation de Rayman pour être en fait synchronisés avec la musique qui passe derrière. C'est-à-dire qu'on a préféré synchroniser pour le coup le son du gameplay avec la musique plutôt que de synchroniser pile le son sur les mouvements du personnage. Donc ça fait créer tout petit décalage que les gens ne voient pas en fait, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tellement micro que finalement les gens ne sentent pas. Par contre, ce qu'ils sentent bien, c'est que tout est synchronisé, que musique et GPE vont ensemble. Et c'est ce qui va évidemment être retrouvé ensuite dans les maps musicales, ce lien entre la musique et les GPE. Donc là, la vidéo, c'est un des niveaux justement du monde musical, on va voir notamment ce piano, vous allez voir un peu de quoi je parlais, même si encore une fois c'est pas hyper perceptible, je pense que pour les gens qui ne savent pas, c'est pas forcément évident à voir. Voilà, le fameux piano, on voit les gens quand ils posent, le son joue pas tout de suite, il vient un peu derrière. Voilà, toutes ces notes, tout ça va être synchronisé avec le beat de la musique derrière pour être vraiment sur le tempo. Voilà, c'est un petit morceau quand on court sur le... Et eux aussi, quand on va sauter dessus, c'est pareil. Enfin, chaque créature, chaque surface a un son spécial. Alors, le tam-tam, après, ça va être pareil, c'est le même... On entendait par exemple l'oiseau qui chante, quoi, alors qu'il n'est pas forcément, on n'interagit pas avec lui, mais on entend chanter quand même. Voilà en gros pour l'idée. Donc voilà, donc ces deux éléments qui sont en gros le côté forcé, flow et l'idée synchronisée musique et son de GPE, donc pour donner naissance aux maps musicales. Alors comment est arrivée l'idée? Parce que comme je vous disais, tout ça c'est complètement inconscient. On se rend compte après que ouais ok d'accord, ça peut être ça, mais pas forcément évident. Alors l'idée, vous allez voir, elle vient d'un truc qui n'a rien à voir. C'est ça qui est intéressant, c'est que souvent les meilleures idées elles viennent pas du tout de là où on s'attend. Donc ce qu'il y a aussi dans Rayman Legends, pour ceux qui ont joué, on a des challenges online qu'on appelle des challenges endless. Chaque jour on a en gros un nouveau challenge qui est automatiquement généré. Et ces niveaux-là sont faits à partir de briques. Donc des briques d'abord simples, normales, difficiles, très difficiles et genre super hardcore. C'est-à-dire que plus on va loin, plus les briques deviennent difficiles. Et ça c'est un truc qu'on a testé tout au début de Rayman Legends, on avait cette volonté en gros de créer des niveaux infinis. On voulait que les gens, genre tant que tu peux jouer, tu y vas, tu fonces et au bout d'un moment, peut-être que le jeu devient trop dur pour toi, mais en tout cas,
Voilà, ce côté vraiment niveau infini. Et donc on avait très vite des briques comme ça qu'on avait pu assembler pour faire des niveaux, et on avait un level designer qui travaillait dessus, qui s'appelait Simon, parce que c'est aussi lui qui a travaillé sur la map musicale. Donc, Simon, faut pas oublier son nom, il est important dans l'histoire. Et donc il a travaillé sur ces challenges, et en gros l'idée c'est que les briques étaient tellement dures à la fin, et que lui qui pouvait les atteindre. C'est-à-dire que limite, au début c'était vraiment, voilà, c'était très dur, c'était pas forcément réglé, c'était le premier prototype. Et c'était forcément les plus intéressantes qu'on voulait montrer, c'était celles de la fin, celles où tout s'écroulait, où il y avait des boules qui nous poursuivaient, c'est ça qu'on voulait vraiment montrer. Et donc, où on voulait le montrer, en l'occurrence, on devait le montrer à un meeting à Paris, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des meetings à Paris où on présente là où on en est sur la prod, tout le monde est basé à Montpellier, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc on devait monter à Paris pour montrer où on était du projet. Et à l'occasion de ce meeting, on voulait montrer ces fameux Challenge Endless. Le truc, c'est que, comme je viens de vous le dire, il n'y a que le level designer qui était assez fort pour montrer les briques hyper difficiles. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais en gros, il ne pouvait pas venir. Voilà, parce que souvent, c'est limité, peut-être qu'il y avait autre chose à faire, il devait travailler tout simplement. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le filmer. On allait filmer son niveau pour le montrer. C'est ce qu'on fait souvent, on fait des vidéos. Et là, pareil, je ne sais plus pourquoi, mais c'est Michel Ancel, le directeur créatif et le créateur de Rayman, lui aussi important dans l'histoire, évidemment, qui est arrivé avec l'idée de filmer donc, Simon en train de jouer, de mettre ça un peu en scène. Donc on l'a filmé par terre, genre le guide dans sa chambre en train de jouer comme un dingue et tout. Il y avait le pad qui prenait feu à la fin de la vidéo, il y avait des super effets spéciaux, c'était Hollywood quoi. Et surtout ce qu'il a fait dans le montage final, c'est vraiment Michel qui l'a fait, je sais, un soir, il montait ça, il a synchronisé le fameux niveau des challenges avec la musique qui accompagnait la vidéo. On a une espèce de musique hard rock et tout, et il a synchronisé des mouvements de Rayman quand il glissait sur des cordes, quand il sautait, quand il rebondissait, et l'effet était super. Vraiment, tous trouvaient ça, vraiment trouvé ça cool, on dit c'est bien d'avoir synchronisé la musique et tout. Enfin, bon, il l'a fait comme ça plus pour faire une bonne vidéo finalement. Voilà. Il amène ça donc au meeting éditorial à Paris, il montre la vidéo, moi j'y étais pas. Et il nous envoie un mail, mais pendant le meeting, ou limite à la fin, enfin vraiment immédiatement, et il dit la vidéo de Simon en train de jouer a vachement plu, c'est vraiment, voilà, les gens trouvent ça super. Il faut absolument qu'on fasse des niveaux où la musique est synchronisée avec les actions du jeu. Voilà, c'était ça juste l'idée, genre bah, démerdez-vous, réfléchissez maintenant à ça, le temps que je revienne, commencez à réfléchir. Évidemment, il avait déjà commencé à y cogiter pas mal en ce retour. Et je me souviens, on a tout de suite fait un meeting, on s'est tous retrouvés, alors on s'est dit, ça c'est une super idée. C'est vraiment un truc qui est porteur, qui peut, et en plus qui colle vachement à Rayman, parce que Rayman, il y a ce gros travail musique, son, aussi important que le game design. Donc on savait que ça collait parfaitement avec l'identité du jeu qu'on voulait faire. Et en fait, je parle de tout ça pour illustrer un point là qui est essentiel sur la prod de Rayman Legends et qui pour moi explique en grande partie pourquoi le jeu est de qualité, pourquoi il est aussi riche, aussi foisonnant, pourquoi il y a autant de choses, c'est que la porte était toujours ouverte aux nouvelles idées. On s'est jamais entendu dire non mais ça on n'a pas le temps de le faire, en vrai, c'était bien avec tes idées mais tu nous saoules quoi. Non, il y avait toujours le temps de mettre un truc nouveau si on estimait que ça en valait la peine. Et c'est une prod où tout le monde balançait des idées. C'est-à-dire que c'est pas, on imagine souvent qu'il y a que les game designers qui ont des idées, c'est pas vrai, tout le monde a des idées. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se nourrir des idées que tout le monde peut amener à la prod, de pas tout prendre évidemment, de sélectionner les meilleurs et de les développer. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu rajouter un nombre de trucs complètement dingues dans le jeu. Et les maps musicales sont nées encore une fois d'un truc comme ça qui était un peu presque un accident, mais qui au final s'est révélé assez payant. Donc maintenant on va rentrer plus dans la création des maps, parce que c'est bien beau d'avoir une idée, mais après il faut le faire. Donc le principe de base des maps musicales, pour résumer très basiquement, on va dire c'est Mario qui rencontre Guitar Hero. Quoi. Voilà. Ou Sonic, on va dire Sonic qui rencontre Guitar Hero. Ça c'est sur le papier, c'est bien, c'est super, ça marche, tout le monde comprend, il n'y a pas de problème. Après c'est comment on réalise ça. Le problème de base dans un niveau de Rayman, c'est n'importe quel jeu de plateforme, je parlais de Sonic, je parlais de Mario, c'est que le joueur il fait ce qu'il veut, il avance à son rythme, il avance, il s'arrête, il recule, il saute, enfin il est libre, heureusement il n'est pas sur un train quoi. Et forcément ça c'était un problème, c'était comment est-ce qu'on va pouvoir synchroniser un joueur qui est libre de faire ce qu'il veut avec un tempo musical, avec des sons vraiment très précis. Et donc on a inventé ce qu'on appelle la tête de lecture. Alors là ce que vous voyez, c'est super sexy, hein, c'est voilà à quoi ressemble un niveau de Rayman avant d'être habillé. Donc merci les graphistes, merci de faire du super boulot parce qu'on vendrait ça, ce serait pas super. Donc voilà, une espèce de fond bleu, des briques. Et ce qu'on voit très bien sur cette image, c'est d'ailleurs le côté Rhythm Game Guitar Hero, parce qu'à la base, on indiquait carrément les inputs à l'écran pour bien montrer justement ce qu'on voulait synchroniser avec la musique. Donc les inputs apparaissaient, donc le bouton A c'était pour sauter, le bouton X c'était pour taper. Donc on a vraiment ce côté comme dans un Guitar Hero où on joue vraiment comme ça en rythme avec le son. Et donc voilà, la fameuse tête de lecture, ce qu'on voit là, c'est la barre jaune que vous avez là. Donc en gros, la tête de lecture, elle a été synchronisée elle sur la musique.
Donc elle avance, c'est comme une partition si vous voulez. Ça avance, c'est comme un truc qui lit la partition. On a ça sur des softs de son, on voit toutes ces petites barres qui avancent et qui lisent du son. En gros, c'est le même principe. Le truc, c'est qu'elle est toujours sur le tempo, par contre, la Rayman n'est pas forcément sur le tempo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a forcé Rayman à avancer. Donc ça, c'est un peu la gruge qu'on voit. Alors, vous verrez, si vous arrivez dans ces niveaux, vous verrez que Rayman, il glisse. On ne peut pas faire autrement, hein, on n'a pas, si vous avez une idée, on ne peut pas faire autrement. Et par contre, ce qui se passe, c'est que comme on ne veut pas non plus qu'ils soient complètement sur un rail, on peut prendre un peu d'avance, un peu de retard, en fonction de ce qu'on fait. Mais dans ce cas-là, on est systématiquement recalé sur la tête de lecture. Donc le personnage va glisser un petit peu pour être recalé, mais ça on ne le voit pas, c'est un personnage, c'est vraiment pas perceptible. Et donc voilà, c'est ce qui nous permet en gros d'avoir ce personnage toujours calé sur la musique. Ça c'était vraiment le développement, pour le coup, Gameplay Programmer qui a demandé le plus de recherche, de tests pour arriver à un truc satisfaisant. Et en fait, pendant longtemps, on s'est dit, est-ce que cette tête de lecture, il faut qu'on la voit dans le jeu? Et vous verrez qu'au final, on la voit pas. Elle est quasiment imperceptible, parce que en fait, les joueurs n'étaient pas perturbés par ça, parce qu'en fait, quand on joue au niveau, on s'amuse pas à s'arrêter. On est poursuivi toujours par un mur de flammes ou un truc derrière, donc on va pas s'amuser à attendre, à regarder ce qui se passe. Quoi. Donc c'est des gruges qu'on peut se permettre. Et d'ailleurs, pour moi, souvent, le game design, c'est ça, c'est choisir ces gruges, choisir les trucs un peu cachés qu'on va faire, un peu planqués sous le tapis, pour mettre en valeur d'autres choses, en fait. C'est comme un film, quand vous filmez un mur, si vous tournez la caméra, vous verrez un décor de l'autre côté. C'est pareil, le game design c'est ça, on a beau être dans des univers où on doit un peu tout recréer, il y a toujours des gruges, des trucs qu'on s'arrange, qu'on cache, quoi, simplement. Donc voilà pour le concept. Alors ensuite, ce qu'on a appris assez vite, pendant qu'on créait ces notes musicales, c'est qu'on allait être à l'E3 2012, qu'on allait être à la Conf Ubisoft. Donc ça c'est toujours super, parce que ça fait vachement de visibilité sur le jeu, donc on n'allait pas dire non, on va rester dans notre coin. Le truc, c'est qu'on était évidemment, pas en recherche, on avait quand même beaucoup de choses, mais les maps musicales c'était assez récent, le concept était arrivé depuis pas très longtemps. Et ce qu'on nous a dit clairement très vite, c'est vous êtes à l'E3, mais il faut montrer une map musicale. Une map musicale tabasse tellement, il faut absolument qu'il y en ait une à l'E3. C'est typiquement le genre de truc qui va plaire à la conférence Ubisoft. Donc allez-y, faites une map musicale pour l'E3. Et à l'époque, on avait, si je me souviens bien, on avait un premier niveau qui marchait pas mal, mais qu'il fallait qu'on retravaille un petit peu, qui était un niveau bleu, là, d'ailleurs je crois que c'est celui qu'on voit là-haut. Et par contre, on n'avait pas de morceaux, on utilisait des morceaux qu'on avait trouvés à droite à gauche, qu'on avait récupérés, mais on n'avait pas le morceau qu'il nous fallait. Et en gros, ce qui s'est passé pour l'E3, c'est qu'on a récupéré ce niveau qu'on avait déjà qui marchait bien, on l'a un peu retravaillé, et on a demandé à un groupe de faire un morceau sur ce niveau. Ce qui n'est pas du tout comme ça qu'on a fait les autres maps musicales. Je vous expliquerai après comment on a fait. Là, on l'a plus ou moins fait dans le mauvais sens en fait. C'est-à-dire qu'on avait déjà un niveau, on a demandé à des gens de calquer de la musique dessus. Ce qui n'est pas évidemment le plus simple. Quand ils font Guitar Hero, les mecs ils partent du morceau pour ensuite faire un gameplay sympa dessus. Là c'était l'inverse parce qu'il nous fallait un morceau assez rapidement. Donc on a demandé à un groupe qui était basé à Los Angeles, qui bosse parfois sur des prods de jeux. Je ne me demandais pas qui c'est parce que je ne sais même pas leur nom. Mais en gros on a commencé à bosser avec eux. Ça se passait bien. Mais seulement on s'est dit, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir à la fin pour l'E3. Je ne sais plus à combien de semaines, on était peut-être 3-4 semaines de l'E3, donc on ne peut pas trop prendre de risques. Et donc on avait Christophe Herral qui est toujours un peu parmi nous, qui se balade dans le studio et tout, qui est toujours impliqué dans Rayman. Et on lui a demandé de proposer lui un morceau, qui propose un morceau de son cru pour ce même niveau. Donc ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec deux morceaux en compétition pour un même niveau. Donc c'est un peu la position luxe, je vous avoue que c'est pas... Et jusqu'à la fin on a hésité, on s'est dit lequel on choisit et tout. Et au final on a choisi le morceau de Christophe, sans doute parce que l'autre est très bien, d'ailleurs il est dans le jeu aussi au final l'autre. Mais on a gardé celui de Christophe parce que je pense qu'il reflète plus l'esprit Rayman. On voulait, quitte à être à l'E3 et à dévoiler le jeu, on voulait un truc vraiment qu'on appelle Raymanesque, c'est-à-dire vraiment dans l'ambiance, dans le thème Rayman. Et Christophe, il est vraiment, il est l'identité de Rayman presque autant que Michel maintenant. Donc c'était intéressant. Donc, voilà, les deux vidéos que je vais vous montrer. La première, c'est celle de ce groupe de Los Angeles qui nous a fait la première version. Et après, on verra la version avec le morceau de Christophe. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, avant que j'avance parce qu'après il y a du bruit et tout, vous verrez il y a un truc rouge qui apparaît, c'est ce qu'on voit là en gros, le truc rouge sur l'écran là. Il y a une espèce de point rouge qui clignote comme ça, et c'est pour montrer les moments où on voulait que, au niveau musical, on ait des inputs liés au gameplay si vous voulez. Donc il fallait qu'il y ait par exemple un riff de guitare, il fallait qu'il y ait un coup de cymbale de batterie, voilà. Ça c'était pour les mecs qui bossaient à Los Angeles parce qu'ils n'étaient pas là, et il fallait qu'on leur explique d'une manière ou d'une autre ce qu'on voulait. Et donc on avait fait cette vidéo avec une espèce de poinçon comme ça là. Et voilà, vous allez voir que c'est pas très sexy, pareil, c'est des vidéos de travail. Alors là, le son va exploser, je vais laisser le plus possible, désolé.
graphics à la fin, l'artifice. Au moins, il y a l'intention, il y a la volonté d'avoir un truc spectaculaire. Et ça, je pense, sans blaguer, je pense que la vidéo datait de 3 semaines, même pas avant le 3. Donc c'est pour vous dire, comme les graphistes après ils envoient, ils habillent tout ça, et alors évidemment ils préparent le travail avant. D'ailleurs, ce qu'on voit en bas, c'est le même passage, hein, le résultat dans le jeu final et le résultat au-dessus en proto LD. Ouais, ça c'est. Et donc voilà, on voyait bien la tête de lecture hein, dans cette vidéo, je n'ai pas remontré, mais ce truc jaune c'est bien la tête de lecture dont je parlais tout à l'heure. Donc maintenant je vais juste vous montrer le début de la vidéo avec le morceau de Christophe. Donc, vous verrez bien qu'en fait c'est exactement le même niveau mais avec un morceau différent. Les deux se sont calés sur le même. Et ça pour le coup c'est le morceau final que on verra après dans la conf. Ça commence pas du tout pareil, c'est une autre approche. Je l'arrête là parce qu'on va le revoir après. Hein. Je sais que c'est cruel ce que je fais. Mais ce morceau, alors pour ceux qui ont joué à Rayman Origins, c'est une reprise du thème du monde des morts à la fin. Donc en plus c'était un clin d'œil à Rayman Origins pour les fans de Rayman Origins. Donc il y avait plein de raisons de choisir ce morceau, mais c'est vrai qu'on a pas mal hésité, on s'est vraiment posé plein de questions. C'était un peu aussi, on va montrer ça à l'E3, les gens connaissent pas forcément Rayman Origins, ils n'ont pas forcément joué. Donc vous voulez le truc qui a le plus d'impact et bon, au final je pense qu'on a fait le bon choix. Ça a bien fonctionné aussi à la conf. Alors le rôle de Murphy, ouais, parce que alors là, pareil pour ceux qui ont oublié la petite Rayman Legends, à la base c'est un jeu exclusivement Wii U, c'était l'idée. Après il y a eu plein d'histoires, je ne vais pas revenir dessus, qui ont fait qu'on a été sur plein de, sur les 7 supports dont j'ai parlé tout à l'heure, mais à la base c'était exclu Wii U, et on allait en gros être à l'E3, donc je disais l'E3 2012, qui était en gros le premier E3 où des jeux Wii U allaient être montrés. Donc on ne se voyait pas trop arriver sur scène, conférence Ubisoft, ou même après sur le show, sans aucune interaction avec le gamepad. Donc le gamepad c'est cette tablette qui est vendue, la tablette tactile qui est vendue avec la Wii U. Donc en gros on avait des niveaux qui fonctionnaient très bien en contrôleur classique Rayman, mais il nous manquait la petite touche sympa, qu'est-ce qu'on fait par gros, qu'est-ce qu'on fait avec le gamepad quoi. Et donc pareil là pour ceux qui ne savent pas, mais dans le jeu sur Wii U on contrôle Murphy. Grâce au gamepad, en gros sur l'écran tactile, on peut tout faire avec lui, on peut couper des cordes, chatouiller les ennemis, en gros vraiment on peut jouer uniquement avec un doigt sur l'écran, donc c'était vraiment... Je vois une boîte, et donc voilà, ça on avait déjà tout ça qui marchait, par contre on savait pas trop quoi faire avec Murphy dans les maps musicales, on était un peu emmerdé parce que c'était pas, voilà, le concept était nouveau, donc on n'avait pas forcément pensé à ce qu'on allait faire au touch. Et au final, l'idée qu'on a eue, et qui pour le coup, moi je trouve fonctionne vraiment bien parce qu'elle a même un côté encore plus rhythm game à l'ensemble, c'est ces petits yeux que vous voyez là sur l'écran. Donc en gros, ces yeux, ils sont aussi synchronisés avec le tempo de la musique. En gros, plus Rayman s'approche des yeux, plus ils vont s'ouvrir. Donc ils commencent fermés comme on voit là, celui qui est à droite. Et celui qui est à gauche est quasiment complètement ouvert, pas encore complètement ouvert. Mais l'idée c'est que quand ils sont complètement ouverts, on peut taper avec Murphy dans les yeux. On fait souvent ça dans le jeu, c'est un code, en gros, il y a des yeux ouverts, on peut tapoter dedans pour interagir avec. Et en gros, quand ils sont pleinement ouverts, il faut sortir plein de bonus. Et l'idée, c'est en gros, c'est plus tu vas taper en rythme avec Murphy, plus tu vas faire sortir des bonus pour les autres joueurs. Et en fait, ce qui est super, c'est que quand on joue au gamepad, on a vraiment un côté comme ça, tac, 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 on tape en rythme en gros sur l'écran. Ça amène un côté, pour le coup, vraiment guitare héros. On peut peindre aussi les looms, donc quand il y a des grands riffs de guitare un peu longs, on peint les looms comme ça avec son doigt. Il y a vraiment un côté, voilà, on a l'impression de jouer un peu un morceau avec son doigt sur le gamepad, donc c'est voilà, pas non plus la folie, mais ça amène ce petit côté, en tout cas, interaction sympa au gamepad. Donc voilà, donc une fois qu'on avait résolu tous ces problèmes, c'est bon, on pouvait partir à l'E3. Ça c'est quand même assez cool. C'est toujours un bon moment sur une prod quand on a la chance d'aller à l'E3. Surtout quand on a la chance de montrer son jeu à la conf en exclusivité, c'est-à-dire que c'est vraiment, on sait qu'on va avoir un maximum de visibilité. Mais bon, donc il y a forcément aussi le stress qui va avec, qui est faut pas se planter, on a intérêt à avoir un truc qui quand même va plaire un minimum. Donc en gros, là j'ai la vidéo justement donc de cette conf. On avait montré 2 niveaux à la conf, un niveau plus classique d'abord, et on avait fini avec la map musicale. Et vous allez voir, ça applaudit pas mal à la fin, donc ça, a priori ça n'a pas trop mal plu quoi. Et vous allez voir le niveau fini surtout, habillé par les graphistes en 3 semaines, c'est pareil. Hi, finally we're really excited to show you one of our brand new maps. Keep an eye on Murphy's screen because he sees something different to help the guys get through the map.
Alright, for all you people watching at home, turn up the volume. Enough of me talking. Let's do this, guys. C'est le 3, hein, c'est le show, il faut en rajouter et tout. C'était Michael qui faisait la présentation, qui était notre s'occupait du market en fait à l'époque sur le jeu. Et là, les doigts là, sur le gamepad, c'était moi, donc je laisse imaginer les mains moites, le truc. Ah ouais, non, c'était... Et ça se répète évidemment des heures avant, il n'y a pas... Enfin, faut pas se compter parce que voilà, faut pas se compter, c'est comme ça, c'est en direct, il n'y a pas de filet, hein, on est vraiment, on joue en direct. Et, mais ça, super moment, on n'entend pas forcément dans la vidéo, mais les gens réagissaient vraiment quand la musique commence à accélérer, on entendait crier et tout. Enfin, il y avait vraiment un côté concert de rock, quoi. En fait, et on a vraiment compris, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a compris l'impact vraiment que ce truc-là pourrait avoir sur les joueurs, parce que c'était ouais, le côté vraiment chaud comme ça, qui t'embarque dans le rythme de la musique. On a vu à quel point ça fonctionnait. Alors après, ce qui est super à l'E3, c'est qu'évidemment il y a les confs, mais il y a aussi 3 jours après pour lesquels les gens viennent tester, jouer. Donc là, on leur mettait le casque sur les oreilles, on comprenait pas trop ce qu'on allait leur demander, bon ok et tout, et on les voyait jouer et sourire, ils avaient tous la banane, ils sortaient genre super, génial, merci de faire ce genre de jeu. Enfin, il y avait vraiment, on sentait que tout d'un coup on avait un truc voilà, qui était assez unique et qui plaisait vraiment. Je dis ça parce que voilà, le 3, les gens le voient des fois juste comme un truc où on balance des trailers, où on montre un peu où on en est sur un jeu, mais ça a vraiment un impact, je pense, sur le contenu au final des jeux. Parce que c'est aussi une herbe de tester tout simplement là où on en est, voir ce qui plaît. Et je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui parlent de ça et qui disent vraiment le 3 pour ça est hyper intéressant. Souvent on va à l'E3 avec une démo, on n'est pas forcément. C'est pas qu'on n'est pas sûr du contenu, mais on ne sait pas forcément ce qui est le plus important dans notre démo. Et il y a des trucs souvent qui ressortent parce qu'on voit c'est des playtests en fait, tout simplement. Et on voit ce qui plaît. Et nous, pour le coup, les maps musicales, on a vu que ça allait devenir quelque chose d'important dans le jeu et qu'on avait intérêt à en faire d'autres. Ça ne pouvait pas s'arrêter là, quoi. Donc justement, la création des autres maps musicales. Donc l'idée après ça a été en fait d'en mettre une à la fin de chaque monde. Donc ça en fait 5, plus celles qu'on avait montrées à l'E3, plus encore d'autres dont je vais parler derrière qui sont un peu des espèces de remix rigolos, des espèces de coups de folie qu'on a eu à la fin de la prod. Alors pour la suite, l'idée c'était de se dire on va quand même essayer de faire des reprises de morceaux connus. Parce qu'on avait quand même un peu cette volonté aussi de se dire les compos de Christophe elles sont super, mais est-ce que les compos de Christophe seraient pas encore mieux s'ils reprenaient des morceaux que tout le monde connaît à la sauce Rayman, donc en les raymanisant. Ça aussi c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup sur la prod, raymaniser. On a envoyé un mail un peu aux gens de l'équipe, genre allez-y, balancez-nous des morceaux, qu'est-ce que vous auriez envie de voir dans Rayman, qu'est-ce qui pour vous collerait à Rayman. Et on avait plein de morceaux, on avait un folder plein de morceaux à un moment. Il a fallu choisir les plus intéressants. Et au final, les critères, alors ça a été évidemment que le morceau soit suffisamment connu quand même pour que les gens puissent un peu s'y référer, que ça ne soit pas complètement sorti de nulle part, que le tempo soit suffisamment rapide et qu'il soit bien calé sur les animations de Rayman. Donc ça, c'était pas compliqué, en gros, il suffisait de jouer à Rayman, de le faire courir et de se mettre le casque sur les oreilles pour voir si ça allait. Et le plus important, ça c'est vraiment un truc qu'on a appris à la fin, et c'est Michel qui insistait à mort dessus, il disait ok ouais, les morceaux, mais il faut choisir des morceaux qui soient, qui soient pas trop plats, qu'il y ait des variantes. C'est-à-dire qu'il y ait des cassures, qu'il y ait des montées, des accélérations. Parce que si tu as un espèce de truc techno qui a le même beat tout du long et qui ne change pas,
En gros, tu auras un niveau plat, ou tout le temps en pente, tout le temps en montée, donc tu auras un truc pas intéressant, quoi. Le level design, c'est avant tout ça, c'est avant tout des variations. Et dans Rayman, surtout dans Legends, on a vachement travaillé sur le fait que les niveaux soient pas toujours plats, mais qu'on puisse des fois monter, descendre, enfin que ça change. Et ça, c'était particulièrement important pour la sélection des morceaux des maps musicales. Et alors, ce coup-ci, on a fait les choses dans le bon ordre. Comme je disais tout à l'heure, on avait fait le niveau, ensuite on avait collé la musique dessus. Là, cette fois-ci, on avait d'abord des morceaux que Christophe a enregistrés le plus tôt possible, qui n'étaient évidemment pas dans leur forme définitive, mais qui étaient déjà quand même bien en place. Et ensuite, c'est donc les level designers, et en particulier le Simon dont je parlais tout à l'heure, qui ont fait vraiment les premiers, enfin, qui ont construit leur niveau par rapport aux morceaux, sachant que ce qui était bien, c'est que comme Christophe, il est vraiment dans le studio, il travaille avec nous, on pouvait aussi des fois lui demander d'ajuster 2-3 petites choses pour être sûr que vraiment l'expérience soit la plus enrichissante possible. Et pour ce qui est de l'habillage, c'est ce que j'ai mis là, l'habillage des maps, le côté, voilà, faire penser à une comédie musicale. C'est vraiment l'idée de se dire, comme dans un film, tout à coup, quand un mec se met à chanter, puis tous